on sait maintenant qu'il y a des liens directs entre le Hamas et la Russie de Poutine. On sait que il y a une agence de crypto-monnaie qui se trouve à Moscou, Garantex, qui a financé à hauteur de 800 millions de dollars le Hamas cet été. Et ça n'est qu'une petite partie des milliards qui ont transité par ce fonds basé à Moscou, Garantex. Donc il y a le fait que la Russie reçoit le Hamas, comme ça a été le cas il y a quelques mois, au plus haut niveau, soutient le Hamas, ne condamne pas les attentats terribles du 7 octobre, mais en plus, on le sait, finance le Hamas. Et en plus, maintenant, on apprend que le site internet du Hamas se trouve localisé à Moscou, en Russie. Donc, quand je dis que c'est plus que du pain béni, c'est que il y a une volonté claire de la part de la Russie d'étendre la guerre russo-ukrainienne à toutes les parties du monde. On l'a vu en Afrique occidentale l'été dernier, et ça continue. On le voit maintenant au Proche-Orient. La Russie souhaite que le monde arabe et le monde musulman se mettent du côté de la Russie contre Israël et contre les États-Unis. Mais la riposte, elle a été très claire. Le président Biden a déclaré hier que le Hamas, comme la Russie, étaient deux organisations, deux structures qui finançaient des attentats terroristes pour éliminer les démocraties voisines. Et donc, nous, Américains, nous allons financer à hauteur de plus de 100 milliards de dollars et Israël et l'Ukraine, et pour l'Ukraine, en l'occurrence, 61 milliards de dollars, dont sur ces 61 milliards de dollars, plus de 40 milliards de dollars d'aide militaire. Ça veut dire les Américains veulent pas rentrer là-dedans, veulent pas que on arrête de parler de l'Ukraine, parce que c'est bien entendu le calcul de Poutine. Poutine, il a perdu, en l'espace de 606 jours, plus de 300 000 soldats. Ça veut dire, c'est des chiffres britanniques qui disent que si on compte les morts et les blessés, on approche 300 000. Donc, bien entendu, qu'il veut que ça sorte de l'actualité, parce que c'est une catastrophe. Ce serait le pire qui pourrait arriver à l'Ukraine, c'est l'oubli du camp occidental. L'Élysée fait cette analyse. Ils se disent que les Russes calculent qu'en soutenant le Hamas, ils se rapprocheront de l'opinion de nombre de pays du Sud et obtiendront un bénéfice sur le terrain ukrainien. Est-ce que c'est la carte qu'essaie de jouer Vladimir Poutine ? Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Mais c'est un calcul qui est faux, parce que maintenant, on n'a plus cette naïveté il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, on voit bien que au fondement de la guerre, qui se métastase, comme je le disais, et en Afrique et au Proche-Orient, il y a toujours cette Russie qui cherche à lutter contre les démocraties, contre la liberté de conscience, et y compris contre les convictions religieuses des citoyens. C'est la raison pour laquelle, en France, les musulmans, le président du Conseil français du culte musulman, Monsieur Mohamed Moussaoui, a dit: nous, on condamne clairement les attentats du 7 octobre. L'imam de Al-Azhar en Égypte, c'est pareil. Lui, il est dans une logique, au contraire, œcuménique, de dialogue interreligieux avec le pape François, avec tous les leaders, pour dire: ne nous faites pas rentrer dans cette guerre. Ce sont les fondamentalistes, ce sont les terroristes qui jouent ce jeu-là. Et Biden a eu raison, et ça a d'ailleurs beaucoup choqué le Kremlin, qu'il ait mis sur le même niveau le Hamas et Poutine. Mais il faut que nous, on prenne conscience, et d'ailleurs ce que je raconte dans mon livre, de faire le bon diagnostic. La Russie est un État terroriste qui soutient des mouvements terroristes. Il faut qu'on ouvre les yeux là-dessus, parce que depuis 1 mois, j'entends cette musique qu'il faut négocier, que cette guerre ne mène nulle part, etc. Mais Danilov, le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, l'a encore dit aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on négocie avec des terroristes qui ne tiennent jamais leurs paroles et qui sont en plus, qui occupent notre territoire? Donc tant que les Russes seront en Crimée, dans le Donbass, ça sera impossible de négocier. Peut-être que les masques tombent aujourd'hui. Je le rappelais, Sergueï Lavrov se rendra en Iran demain, à Téhéran. Iran qui est l'allié du Hezbollah, l'allié du Hamas, dont vous avez rappelé les liens. Et
étroit. C'est vrai que Sergueï Lavrov avait rencontré il y a un an des dirigeants du Hamas. Alors à l'époque, beaucoup d'observateurs se disaient mais quel est l'intérêt de lier des liens avec ce groupe terroriste en pleine guerre en Israël? Et pour Guillaume Ancel, qui est un ex-officier de l'armée française et qui est un écrivain, il dit parce qu'il y avait un intérêt, peut-être un intérêt militaire. Assaillir Israël, submerger les centres de commandement, les systèmes informatiques, les systèmes d'information, d'observation, toutes ces techniques ne sont pas du ressort du Hamas. Pour mener une attaque aussi sophistiquée et d'une telle ampleur, il faut au moins 1 an de préparation. À ce moment-là, la milice Wagner existait toujours pleinement et ce ne serait pas impossible qu'elle ait été présente dans la bande de Gaza aux côtés du Hamas durant tout ce temps. Est-il possible que la milice Wagner ait contribué à former les combattants du Hamas ? Écoutez, moi j'ai pas d'informations précises sur ce sujet précis, donc si Guillaume Ancel le dit, c'est qu'il doit se référer à des sources précises que je n'ai pas, mais en tout cas, bien entendu que ça ne m'étonnerait pas. Moi, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des liens politiques, il y a des liens économiques, il y a des liens financiers et il y a des liens médiatiques entre la Russie et le Hamas. Donc voilà, un État terroriste qui finance un mouvement terroriste, c'est ça qui doit nous faire prendre conscience du fait que cette guerre-là, russo-ukrainienne, est une guerre qui a une portée mondiale et qui est en train de se métastaser. Et tant qu'on fera pas le bon diagnostic sur cette guerre, tant qu'on coupera en morceaux. Et effectivement, il y a 1 an, quand il y avait eu cette rencontre au Kremlin, c'était passé comme ça. On se demandait pourquoi. On voyait que Netanyahou ne se solidarisait pas avec la coalition de Rammstein pour aider militairement l'Ukraine, et donc qui jouait sur les 2 terrains. Là, aujourd'hui, plus la guerre avance, plus les positions se radicalisent et plus il y a une rupture claire entre la Russie et Israël. Au point que, comme on l'a entendu tout à l'heure, la propagande russe identifie Israël avec les nazis, puisqu'elle fait la comparaison, l'analogie avec l'attaque nazie contre Saint-Pétersbourg pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire on en est arrivé à une telle folie au niveau de la propagande que aujourd'hui c'est plus possible de jouer le double discours. Et donc c'est pour ça que le temps est venu maintenant de faire le bon diagnostic, de prendre un peu de recul et de dire il faut avoir conscience de ce qui se passe en face de nous, et 2, il faut que nous, on aille au bout de la logique qui devrait être celle de l'Occident, qui est de défendre les principes. La grande idée que je défends dans mon livre, c'est de dire qu'il faut passer d'une diplomatie pragmatique, qui met d'abord les intérêts avant les principes, à une diplomatie néo-réaliste, qui met d'abord les principes pour défendre les intérêts. Si on faisait ça, et si c'était un travail collectif, c'est-à-dire pas uniquement l'Élysée, le Quai d'Orsay, les ONG, mais aussi les médias, l'ensemble de la population, alors on comprendrait que cette guerre-là, elle nous concerne directement, elle nous menace directement. Et on le voit bien, que cette guerre-là, elle est en train de toucher le paysage politique français, le paysage économique français également. Et à ce moment-là, on irait au fond de notre soutien à l'Ukraine. Or, aujourd'hui, on va pas au fond de notre soutien à l'Ukraine. En termes d'armement, la France est toujours le 30e pays de soutien militaire à l'Ukraine. C'est l'Institut Kiel qui comptabilise les financements militaires à l'Ukraine, alors qu'on est la 3e puissance exportatrice d'armement. Donner ce qu'on a annoncé, et c'est vrai que les Ukrainiens attendent aussi des armes qui ont été annoncées depuis longue date par les Américains. Une dernière question. Et pourquoi pas par les Européens ? Et pourquoi pas par la France ? Alors qu'on est le 3e exportateur. Franchement, là, on va pas au bout de nos convictions. Et on est en train de se tirer une balle dans le pied parce que, bien entendu, que du coup, les Ukrainiens peuvent pas avancer. Pendant ce temps-là, les Russes minent le terrain. Et donc, cette guerre devient de plus en plus longue. Or, nous, les démocraties, nous sommes fragiles.